On était complètement à l'arrache. Les mentions légales, on les avait copiées sur des sites qui étaient certainement des sites canadiens. Enfin, on avait fait tout ce qu'il fallait pas. Quand il nous a vus, l'inspecteur a dit « Je suis tombé où là ? Ils font 6 millions par an. Et en fait, c'est quoi ces guignols quoi ? C'est vraiment des singes avec des kalachnikovs. Il y a 3 ans, j'ai facturé 11 millions de CPF. C'est pas grave si je paye quelques millions d'impôts. » Mais tu as fait exactement ce qu'il fallait. Quand tu veux monter une boîte, quelle qu'elle soit, n'aie pas peur du contrôle fiscal. Dans tous les cas, tu vas en avoir un. Et là, on apprend dans le courrier, tout à la fin, dans les dernières lignes, que en gros, le temps du contrôle, les fonds sont bloqués. Ça représentait quelle somme ? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Clash au Cash, le réveil juridique des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons Gérald Faure. Gérald Faure est un entrepreneur d'exception qui a créé de nombreuses choses, multi-entrepreneur, multifacettes. Il va tout nous expliquer. Gérald, ça a été un e-commerce qui a tourné à 5 millions de chiffres d'affaires avec un contrôle des DGCCRF. Ça a été du CPF avec un contrôle de la Caisse des dépôts. Donc beaucoup d'éléments de réveil juridique. Et aujourd'hui, surtout, Gérald, après avoir formé dans un incubateur plus de 9000 élèves finalement au développement de leur boîte, à un des mastermind sur le scaling, le mastermind Entreprendre, qui est finalement aussi un ovni dans le paysage, puisque mastermind franco-français qui aide les entrepreneurs en France à faire les choses bien. Tu vas nous parler de tout ça, Gérald. Bonjour Gérald. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Je suis impressionné par la technique, le setup, on est hyper bien reçu et le lancement est aussi hyper impressionnant. Excellent. Gérald, toi, tu es un entrepreneur de haut niveau. On va revenir sur finalement ta carrière d'entrepreneuriat qui a été menée très rapidement. Tu t'es pris aussi quelques murs, on en parlera. Contrôle des DGCCRF, contrôle Caisse des dépôts, CPF qui part un peu en vrille, etc. Tu nous évoqueras tout ça. Tu nous évoqueras comment tu es devenu l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu gères un mastermind qui est un mastermind différenciant parce qu'il est au cœur de l'écosystème français à Bordeaux. Tu nous en parleras, le mastermind Entreprendre. Écoute, est-ce que du coup tu peux te présenter, tu peux nous dire c'est quoi ta mission de vie quelque part, ta vision peut-être? Alors c'est un sujet qui est hyper itératif, ça, la mission, la vision. Je me questionne. Je me questionne souvent là-dessus, mais moi j'ai un profil au départ d'ingé, donc je suis développeur au départ, passionné par la technique, le fait de construire des choses. Et c'est ce qui m'a amené à l'entrepreneuriat, le fait de vouloir bricoler des trucs. Et aujourd'hui, je bricole un petit peu moins, je suis un peu plus clair, mais à 35 ans, mais ma barbe blanche en témoigne, je commence à avoir un peu plus de maturité. J'ai eu mon réveil juridique, qui était un réveil en fanfare, on peut en parler, du coup voilà. Et aujourd'hui, l'idée c'est d'accompagner les entrepreneurs à développer leur boîte, en évitant de mettre les pieds dans les trous dans lesquels j'ai moi-même mis dans lesquels j'ai trébuché, et donc on a des sujets de structuration, on a des sujets autour de la vente, autour du marketing. Ça c'est notre ligne éditoriale dans le mastermind, et donc voilà, j'essaie de réunir des entrepreneurs qui veulent entreprendre en France, qui veulent faire les choses bien, qui ont, malgré tout, souvent on pense que entreprendre en France, faire les choses bien, c'est un petit peu y aller au ralenti, y aller un peu tranquillement. Non, nous on a quand même de grosses ambitions, on a envie de développer de belles boîtes et en être fiers. Et donc voilà, on veut faire les choses bien, mais on veut faire les choses avec une forte intensité. C'est un petit peu ça l'idée. Ce mastermind, c'est un petit peu ta revanche quelque part sur, je dirais, ce parcours que tu as eu. Tu nous évoquais avant de commencer justement, et tu parlais là du réveil en fanfare, de ton réveil juridique en fanfare. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu quelques mots? Tu avais constitué une entreprise où qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Ouais. Voilà. J'ai eu mon premier business, ma première activité pour gagner quelques sous en parallèle de mon activité de rugby. Ouais. Ça a été de coder des sites web, etc. Et je me suis retrouvé à avoir l'opportunité de trouver une opportunité de business qui était autour du e-commerce. Donc j'ai développé une application qui s'appelait Spicy Checkout et qui permettait de générer des abonnements sur une plateforme de e-commerce qui s'appelle Shopify. Et donc j'ai développé ça. Ça m'a permis de structurer une équipe. Ça m'a permis aussi d'avoir assez de revenus pour me sécuriser à titre personnel pour un bon petit moment. Donc en termes de chiffres, vous étiez à quel niveau? Première année, on fait 6,4 millions de chiffres, 2 millions de résultats.
Et après, on fait 6 millions 2 et 1,8 de résultats, un truc comme ça. Donc non, ça marchait bien. Et ensuite, après, j'ai laissé mon équipe gérer ça et je suis parti faire autre chose. Mais cette boîte-là, ça m'a permis déjà de comprendre, d'avoir un projet, un projet perso et de pas travailler sur les projets des autres. Parce qu'en tant que prestataire, développeur, avant, je faisais du code pour d'autres personnes. Donc là, c'était sur mes propres projets. Recruter une équipe. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui étaient là à ce moment-là et qui le sont encore autour de moi, même certains qui sont devenus clients, c'est assez drôle, qui étaient mes stagiaires, qui étaient mes apprentis, mes salariés. Donc voilà, donc ça a vraiment permis de constituer cette famille et puis de découvrir plein de trucs, de lancer mon podcast aussi à l'époque pour diffuser, pour développer ma marque personnelle. Et donc voilà. Donc Et alors, quel a été le moment du réveil juridique, justement? Le réveil juridique, c'est je constitue l'équipe, je développe ma marque personnelle, je passe de quelques milliers d'euros par mois à 6 millions 4 annuels très rapidement, etc. Évidemment que à cet âge-là, donc c'est il y a un peu moins de 10 ans, je pensais pas qu'en fait j'allais pouvoir me faire taper sur les doigts par quelques. Pour moi, je vendais des trucs sur internet, tant que je les livrais, on n'allait pas m'emmerder. Mhm. Ça s'arrêtait à ça. Et en l'occurrence, on le faisait. On Donc, vendait des trucs sur internet et on les livrait. Donc sur le plan juridique, Ouais, j'étais pas du tout aware du truc, quoi. J'étais pas du tout au courant. C'était un peu entrepreneur insouciant. Ouais, clairement. part. Ouais, tu clairement. fonçais, l'important c'est ça. c'était d'y aller, et peu importe, ce qui t'intéresse, c'est ce que tu dois faire, et le reste. Exactement. C'est pas Et d'ailleurs, ton problème. il y avait que la croissance qui comptait. Et tous les autres pans, donc la structuration, mais même on en parlait un petit peu tout à l'heure en off, la vie de famille, la santé, tout ça était passé de côté. C'est vraiment, j'allais bien en tête, je n'avais qu'un seul objectif, c'était la croissance, développer la boîte. Et donc voilà. Et un jour, on a un monsieur qui vient taper à la porte du bureau et qui dit voilà, DGCCRF, on vient vérifier ce que vous faites. On a eu des signalements et on a besoin de voir comment ça se passe à l'intérieur sous le capot. Et là, tu ressens quoi à ce moment-là? À ce moment-là, moi, je te dire, c'est pas. En fait, à ce moment-là, je me dis non, ça va être cool, ça va se faire. Je propose un café, il dit non. Il demande s'il y a un endroit où on peut s'entretenir. Donc en l'occurrence, à l'époque, c'était mon associé qui avait le mandat social, c'était pas moi. Donc il demande qui je suis. Donc il y a un peu ce côté où en fait il est dans le contrôleur est directement dans la défiance. Et c'est à ce moment-là, quelques minutes après qu'ils soient arrivés, que je comprends qu'en fait ça va pas être facile. Et du coup, et même au départ, ça c'est un peu le côté un peu rigolo. Et d'ailleurs, ça fait pas du tout rire Baptiste, qui était le mandataire social, donc le président de la boîte à ce moment-là. Donc le responsable. Hein. Ce monsieur de la DGCCRF, il avait un nom d'animal. Son nom de famille, c'est un nom d'animal. Et nous, notre best-seller, le truc qu'on vendait le plus, c'était un objet pour animaux. Et du coup, quand je vois sa carte, il me tend sa carte sur la table et je vois c'est Monsieur Nanana. Je me dis mais c'est génial ça. Il faudrait qu'on appelle une boutique avec son nom là. Et donc du coup, je vais sur OVH et je réserve le nom de domaine. Non. Et du coup, Baptiste, qui lui avait les confirmations de commande, on avait nos ordi, il voit passer un email, nom de domaine réservé, etc. Et là, il me regarde, il me fait, parce que lui, il avait compris qu'en fait, ça sentait pas bon l'histoire. Et parce qu'en fait, on était complètement à l'arrache. Les mentions légales, on les avait copiées, comme je le disais tout à l'heure, sur des sites qui étaient certainement des sites canadiens. Donc c'était écrit en français, donc on pensait que c'était des mentions légales françaises. C'était pas du tout le cas. C'était des droits canadiens. Enfin, on avait fait tout ce qu'il fallait pas. Les avis, on allait chercher des avis sur les sites des concurrents et des machins et trucs. Donc c'était les mêmes produits. On s'est dit mais c'est le même produit. Évidemment que les avis, on peut les revendiquer. Bah non, l'expérience d'achat, c'était pas passé sur notre site. Ah voilà, on a tout fait et on aurait pu manger vraiment chaud parce que on a appris après que certaines pratiques qu'on avait mis en place. Alors, elles ont jamais été à l'encontre du consommateur réellement, parce qu'ils ont toujours été livrés et on avait surtout un support client qui était vraiment hyper efficace. Donc en fait, je peux en parler aujourd'hui sans avoir aucune honte, parce que je sais qu'en fait, ça partait pas d'une mauvaise intention et surtout on n'a nuit à personne, mais on était complètement en dehors des clous. Voilà. Et c'est surtout ça. À l'époque, j'étais persuadé. Pratique commerciale. Et donc du coup, je savais pas, mais c'est du pénal sur le dirigeant en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas juste 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, on le rappelle, Et- les pratiques commerciales trompeuses. Et du coup, là, à ce moment-là, je me suis dit non, mais je fais du mal à personne. C'est-à-dire quand les gens vous demandaient un remboursement, on leur disait non, vous inquiétez pas, nous renvoyez pas le produit, gardez-le. Et en fait, on vous rembourse. Donc on était là, mais on va même au-delà. On est super sympa et tout. Et en fait, c'est un peu ce qui nous a sauvé quand même, cette bonne foi. Et surtout quand il nous a vus, l'inspecteur a dit mais je suis tombé où là? C'est quoi? Ils font 6 millions par an. Et en fait, c'est quoi ces guignols quoi?
Ils sont complètement, c'est vraiment des singes avec des kalachnikovs, quoi. C'est vraiment c'est pas possible, quoi. Il vous a quelque part peut-être accordé une excuse de jeunesse. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc au final vous avez dû payer quelque chose, une amende? Non, alors très peu. Au final, ça s'est retrouvé à quelques milliers d'euros. Parce que entre le premier entretien qu'on a eu parce que même si là, bon, je fais le rigolo et tout parce qu'on est en podcast et que voilà, on est quand même ultra structuré dans la boîte. Et donc du coup, au fur et à mesure qu'ils nous faisaient une recommandation, nous on avait déjà une liste de to-do à mettre en place. Et donc du coup, au fur et à mesure où ils nous disaient des trucs, on allait une liste de tâches, pardon. On allait au fur et à mesure mettre, on était déjà dans le truc. Alors, ce qu'il faut comprendre, les amis, ça c'est très important. Ce qu'il faut comprendre quand vous avez un contrôle DGCCRF, c'est que en fait, les inspecteurs et surtout si vous avez une boîte en France sont aussi dans une logique de prévention et de vous aider à mettre en conformité. Donc oui, vous allez peut-être être sanctionné au final, mais surtout en fait, il faut adopter une posture coopérative et collaborative parce que ça ils vont vraiment apprécier. Du coup votre dossier va pas suivre finalement une voie pénale parce qu'à un moment donné ils en réfèrent aussi au procureur de la République. Donc soyez dans une logique coopérative, montrez également que vous avez des avocats à vos côtés pour vous aider et l'avocat montre finalement qu'il est quelque part allié de la DGCCRF pour vous mettre en conformité et ça c'est vraiment fondamental. Donc là toi c'est ce que tu as fait quelque part. Vous avez été. La difficulté, je dirais, c'est qu'à un moment donné, en fait, parfois, ça bouleverse tellement les business. C'est-à-dire qu'en fait, le problème quand on a la DGCCRF, c'est qu'après, ils te lâchent pas. Ils zooment ton business et surtout, 1, 2, 3 ans. Surtout les contrôles, quand ils sont opérés, ils ont des moyens très importants. C'est vraiment vécu comme un rouleau compresseur qui et ils vont dans le détail et ils vont jusqu'à vraiment, c'est assez extrême, mais quelque part c'est salutaire, je pense, parce que ça permet de se remettre d'équerre. Exactement. Et puis ce qu'il nous a expliqué, et pour le coup, ça ferait un peu de démago comme ça, mais en fait, je trouve que ça a du sens. Il a dit, en fait, ce que je fais en venant vous contrôler, c'est qu'en fait, je permets. Alors, il se prenait quand même pour le sauveur. Hein. C'était quand même, il se prenait quand même pour voilà le shérif, mais à côté de ça, le fond était pas mauvais. Il a dit, en fait, ce que je permets de faire en venant vous contrôler, ça vous ennuie là que je vous contrôle. Ah oui, je confirme, ouais, c'est pas cool. Il dit, mais en fait, je suis juste en train de préserver votre métier. Parce que si on vient pas là pour contrôler les gens qui font les choses mal, il va y avoir une défiance sur le commerce en ligne et vous aurez plus de business dans quelques années parce que les gens n'achèteront plus en ligne, parce qu'ils auront plus confiance. Et c'est vrai que comme ça fait un peu moralisateur, un peu chiant et tout, mais c'est vrai. Mais n'empêche, oui. Alors, et je le vois, moi aujourd'hui, je vends de la formation et mes clients vendent de la formation, on y viendra après, mais il y a une crise de confiance qui est énorme. Pourquoi ? C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des choses qui ont été mal réalisées et donc il faut contrôler. Et c'est vrai que le marché finit aussi par s'autoréguler, c'est-à-dire que ces pratiques aussi, notamment dans la formation, pratiques commerciales trompeuses, etc., au fur et à mesure, il y a tellement de gens qui se sont fait avoir qu'aujourd'hui, si on vend de cette manière, ça marche plus comme avant, quoi, en fait. Après ce contrôle, comment ça se passe ? C'est-à-dire que tu continues à évoluer dans cette société que tu avais constituée ou tu changes de voie ? Ouais, il s'est passé encore 1 an et demi où j'étais très opérationnel dans la boîte. Ouais. Et après, le challenge intellectuel était un petit peu derrière moi. J'avais participé au prototypage de l'application, je l'avais codé, mais mes collaborateurs avaient structuré le projet. La distribution aussi, ça avait été quelque chose qui avait été résolu. Et donc moi j'étais un peu derrière moi et là j'avais fait le podcast en parallèle. J'ai fait le podcast pour rencontrer du monde. Le podcast c'est les gros mots. Les gros mots. Ouais, les gros mots, exactement. Et donc je rencontrais des gens qui vendaient de la formation, des gens qui faisaient du e-commerce, etc. Et puis des gens aussi qui étaient plus dans le dev perso, qui parlaient aussi de phénomènes de société, etc. Donc vraiment c'était un podcast qui était plus une activité plaisir. Et en fait, ce podcast-là a plutôt bien marché et ça m'a apporté plein d'opportunités je lance un business dans le e-commerce ou pas dans le e-commerce d'ailleurs. J'aimerais bien cherche un mentor, cherche quelqu'un pour m'accompagner. Et j'ai vu avec mon associé, avec Baptiste, j'ai dit moi je suis un peu moins j'ai un peu moins le mojo pour le projet, pour Spicy. Est-ce que ça te dérange si je monte une petite activité à côté pour faire des coachings, etc. Pas de problème.
il tenait la baraque. Dans tous les cas, Baptiste, c'est celui qui permet au projet de perdurer. Moi, j'ai plus les idées et je mets en place les concepts et lui, ensuite, il les pousse. Et donc, pour lui, ça lui allait très bien. Et puis, j'ai pris 1, 2, 3 coachings et puis après, c'est devenu trop important. Et puis après, Baptiste est venu me donner un coup de main, donner des coachings. Et puis, ça s'est structuré autour l'équipe s'est structurée parce on avait des vraies compétences en marketing et en produit. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et c'est là Et là, vous avez créé l'incubateur, ouais, exactement. c'est ça? Et après, Vous avez accompagné des milliers d'entrepreneurs. Ouais, 9000. Alors c'est une entreprise que j'ai vendue l'an dernier, en 2024. Et au moment où je suis parti, il y avait un peu plus de 9000 clients. Magnifique. Ouais. Et donc des créateurs d'entreprise essentiellement. Il y a une chose que tu évoques, c'est ce rapport que tu as avec ton associé. Et toi, tu mets en place, enfin, t'as les idées, et lui, il va pousser. Comment vous vous êtes rencontrés? Parce que c'est important, souvent, on se dit, j'aimerais bien avoir rencontré mon associé, et finalement, il est qui par rapport à toi? Est-ce que c'est un ami? C'est quelqu'un que tu as rencontré à l'occasion? Sur M6? Voilà. On fait des bonnes blagues dans ce podcast. Parce que le rôle d'un associé est important. C'est un mariage. Ouais, donc, bien sûr. Et donc, tu l'as rencontré comment, cet associé? Mais moi, je l'ai rencontré dans le cadre privé. C'est-à-dire que je l'ai rencontré au rugby. Je l'ai rencontré au rugby à Périgueux. Il est un petit peu plus jeune que moi. Moi, je suis né en 90. Il est né en 93. Donc, on n'était pas dans la même catégorie. Moi, j'étais en espoir. Lui était en junior. Et en fait, on a sympathisé. On s'est rendu compte à la rentrée, parce que le rugby, les saisons, elles commencent au milieu de l'été, la préparation et tout. À la rentrée, qu'on faisait les mêmes études, et que voilà. Et en fait, on avait une bonne synergie déjà pour faire des blagues, draguer des nanas et boire des coups. Donc déjà, je pense que c'est hyper bien. C'est donc tes critères. Voilà. et donc vous dites que vous pouviez closer plutôt pas mal. Voilà, exactement. Donc voilà, il y avait le triptyque marchait bien et donc non, mais pour dire, en fait, il y avait un fit humain. Ouais. Et alors, je pense que c'est pas parce qu'on s'entend bien avec quelqu'un que ça va matcher niveau boulot. Mais par contre, j'ai tendance à croire que si ça matche pas humainement, ça va être compliqué de bien collaborer. Ouais. Donc voilà, c'est pas je suis pas obligé de m'associer avec un ami, mais je pense que s'il y a un fit humain, c'est bien. Après, le niveau de relation aujourd'hui, oui, on est très très proche. C'est le parrain de ma fille, etc. Donc on a vraiment une relation forte. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à là, mais ce qui est sûr, c'est que c'était avant tout un fit humain, avant de trouver notre place professionnellement. Et aujourd'hui, vous bossez encore ensemble? Alors aujourd'hui, il a son activité et il participe au mastermind et on a un projet commun en ce moment qui s'appelle Bulco et qui est un petit peu l'après pour nous. C'est-à-dire qu'on accompagne dans le mastermind des boîtes à scaler à travers la publicité. Et Bulco, le modèle économique de Bulco et la mission de Bulco, c'est de financer les budgets publicitaires de nos clients. Ouais. Ok. Vu qu'on recommande à nos clients de faire de la publicité, on leur présente des bons prestataires. On finance le mariage entre le prestataire et l'annonceur. Pour qu'ils puissent scaler, en fait, tout en ayant de la trésor pour le faire. Pas freiner, justement, par le BFR, voilà. par les besoins de fonds de roulement, exactement. Okay. Parce que quand on scale, évidemment, il y a un besoin. Exactement. On augmente un peu, on pousse un peu tous les curseurs. Et mécaniquement, parce que on n'est pas dans un compte Disney, on perd de suite en rentabilité quand on scale, parce que notre coût par achat, notre coût d'acquisition client, il augmente mécaniquement. C'est obligatoire. Au bout d'un certain moment, c'est plus ou moins raide la pente qui a monté, mais c'est d'office parce qu'on augmente le bassin d'audience et donc du coup on diffuse plus et voilà. Et donc ça on compense ce phénomène-là avec Bulco et donc avec Baptiste on opère. J'ai l'idée et lui opère. C'est toujours pareil. Même fonctionnement. Gérald, toi, j'ai l'impression que t'es très feu là. J'arrive même pas à finalement voir toutes les boîtes que tu as. J'ai l'impression que ça part vraiment. Il y en a de moins en moins. Hein. Je me retiens. Hein. Tu fais un peu le ménage. Ouais. Mais maintenant, j'investis dans des boîtes plutôt que de les monter. Et voilà, en fait, c'est vachement bien quand même. Et donc, du coup, si tu pouvais nous donner finalement 3 tips de comment t'investis dans une boîte, en fait, c'est quoi finalement ce que tu regardes dans une boîte pour investir dedans? Alors aujourd'hui, les boîtes dans lesquelles je prends des participations, c'est des boîtes de services qui vont compléter mon offre de mastermind. C'est-à-dire que le mastermind, la vocation, c'est au départ, quand moi j'ai un prospect qui arrive, il vient parce qu'il a un problème qui est clairement défini, il a identifié son problème. Il vient et dit « Ok Gérald, mais amène-moi de la clarté là-dessus, débug-moi le truc. » Ok, très bien. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il rencontre le groupe, il tisse des amitiés, il tisse de la confiance avec le groupe. Et au lieu d'attendre que le problème incube, et je pense que c'est un petit peu pareil dans votre cas. Quand je viens souvent voir l'avocat, c'est que j'ai un pépin. Mais ensuite, après, je vais tisser une relation avec mon avocat et ensuite, après, je vais avoir de la veille juridique, je vais avoir une relation, je vais pouvoir co-construire avec l'avocat. Mais c'est exactement pareil pour moi. C'est au départ, ils viennent pour débugger un problème dans leur marketing ou dans leur vente. Et ensuite, après, à travers les échanges hebdomadaires, quand ils ont besoin de
de planifier un projet, ben on est là dès le départ. Quand il y a un petit pépin, on n'attend pas que ça incube et que ça devienne une grosse infection, on désamorce très rapidement le problème, etc. Et donc toutes les boîtes de services que je prends en participation, c'est des boîtes qui vont compléter ça, puisque si je viens résoudre un problème par la stratégie, je vais avoir des besoins opérationnels. Et donc aujourd'hui, des boîtes dans lesquelles j'investis, c'est des boîtes qui font du design, du développement, qui font du recrutement de sales, de commerciaux, qui font de la publicité, etc., etc. D'accord, Donc ça c'est qu'en fait, complète mon des offre. boîtes qui sont au soutien de Exactement. l'écosystème de ton mastermind. Et donc, où il va y avoir une synergie. Exactement. Et tu fais travailler quelque part, tu fais travailler tout le monde. Et tout l'enjeu, justement, il est de faire passer le client par tous les rayons du magasin. C'est ça notre but, parce qu'en fait, on ramène du succès client, Ça. on le sait parce qu'on bosse tous ensemble. Et les gens aujourd'hui, certaines boîtes dans lesquelles j'ai pris des participations, c'était mes premiers salariés à l'époque de Spicy où je faisais du e-commerce. Donc parce qu'on leur a fait investir beaucoup d'argent en publicité, donc je sais qu'ils savent le faire. Ils savent gérer des publicités au centime près, donc je leur fais 100% confiance. Donc quand je les recommande et quand j'investis avec eux, j'ai 100% confiance. Et ils doivent être à la fois des aimants à prospects, c'est-à-dire que par leur proposition de valeur, ils doivent pouvoir ramener du monde, mais ils doivent également compléter l'offre, donc rajouter de la LTV, rajouter du chiffre d'affaires sur le groupe. Les emmerdes en e-commerce. Ensuite, bon, il y a eu l'incubateur, on en a pas encore parlé, mais c'est un organisme de formation. Mes business que j'ai eu et qui ont scalé, hein, les premiers ils ont fait environ 6 millions et l'incubateur, on en parlera, mais 11 millions d'euros la plus belle année. Les emmerdes, je les ai toutes eues. Le divorce, le devenir perte de santé, DGCCRF, les contrôles fiscaux, je les ai eu, ça, c'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est derrière moi. Donc ça y est, ça y est, c'est bon. T'as été vacciné. Donc je laisse l'occasion à mes nouveaux associés de vivre ça. Mais du coup, j'ai pas envie d'endosser ces problèmes-là. J'ai vraiment envie de leur faire profiter de cette expérience-là, de mon réseau, des moyens aussi qu'on déploie, mais je les laisse quand même gérer leur boîte. J'ai pas envie d'être leur patron en fait. C'est vraiment pas ça l'idée. Sinon, je remonte une boîte. Bulco aujourd'hui, la boîte dont je viens de parler, celle que je mène avec Baptiste, aujourd'hui, j'ai le maximum de parts sociales. On a levé des fonds, mais je suis l'associé majoritaire. Donc ça, c'est ma boîte. Je sais que les emmerdes, je vais devoir les endosser. Mais sur les boîtes des autres, j'endosse pas les emmerdes. Ton rôle, et tu apportes des fonds, excuse-moi, mais t'apportes un investissement financier ou c'est plutôt ton capital? Non, c'est en nature. C'est en nature. Et c'est pour ça qu'en fait, je vais, vu que j'investis dans des boîtes de services, je vais chercher des personnes qui ont un très haut niveau d'expertise, qui sont des hyper freelance, qui sont pas encore structurés en société. Et l'idée, moi, dans ma méthode, c'est de leur permettre de structurer ce qu'ils font de manière artisanale pour pouvoir l'industrialiser, monter une société, parce qu'à ce moment-là, moi, je rentre avec 0 au départ. Donc, il faut pas qu'il y ait d'actifs. C'est juste, moi, la compétence que je viens chercher. Donc, je rentre pas gratuitement dans des boîtes qui ont déjà de la valorisation, parce que c'est illégal, déjà. Donc, on monte une boîte. Donc, je m'occupe de ça, ce qui enlève une énorme charge mentale à l'expert. À ce moment-là, l'expert, il profite du mastermind, il profite du mentorat, il profite de tout ça pour devenir un entrepreneur, parce qu'à ce moment-là, il n'est pas encore entrepreneur. Il est juste expert de son truc. Il est juste super média buyer, super graphiste, super développeur, super je sais pas quoi, mais il n'est pas encore entrepreneur. Donc, moi, je l'accompagne là-dedans. Et ensuite, après, vu qu'on accompagne des gens dans le mastermind qui sont pile poil dans la cible de ces nouvelles sociétés, en fait, on amène un pipe de clients et des moyens, après des moyens bureaux, matériel, etc. Mais ça, c'est ça, on mutualise. Donc, quelque part, tu as un rôle de coordinateur, tu rassembles des gens, tu les mets ensemble, tu apportes aussi des compétences. C'est ça. Et tout mon enjeu, il est vraiment qu'on comprenne, quand on a un client qui arrive, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'on a levé comme besoin, et pour qu'il puisse être recommandé au bon consultant à l'intérieur du groupe. Et donc voilà. Est-ce que c'est comme ça qu'une équipe de rugby doit fonctionner pour gagner? Peut-être. Alors gagner, je sais pas si j'ai beaucoup gagné moi, mais non, si il y a chaque je vois un peu ça je vois un peu ça comme ça où chacun a sa compétence et il y a un intérêt commun. Je vois un peu ça, c'est une belle je l'avais pas vu mais c'est une belle image. Ouais. Moi, j'ai l'impression aussi que, on va peut-être revenir, mais tu as eu aussi contrôle fiscaux, contrôle sur ton Caisse des CPF, dépôts, caisse des dépôts. J'ai l'impression que tu as quand même une propension peut-être par ton énergie, par ce que tu as été, même joueur de rugby, etc., à te prendre quand même des coups, des plaquages, etc., à te relever, à partir au charbon quand même. L'histoire, elle est belle quand on la rencontre en podcast. On va pas se mentir.
Sur le moment, c'est peut-être pas agréable. Ah non, sur le moment, on fait de l'huile comme tout le monde. Oui, mais c'est pas agréable. On a aussi derrière cet écran des gens qui n'osent même pas se lancer parce ils ont tellement peur. C'est ça. T'en as l'impression quand même que ça fait partie de ta vie, que tu peux te prendre un peu des murs, etc. Tu sais te relever, repartir au charbon. Ça fait partie quand même de ton de ce que tu es intrinsèquement, quoi. Ouais, maintenant après coup, mais c'est vrai que donc nous dans l'incubateur, on a formé beaucoup de créateurs d'entreprises. Et il y avait deux profils. Il y avait les profils qui me ressemblaient, c'est-à-dire un peu bille en tête, j'y vais et on verra bien comment ça se passe. Ce que nous on appelle les entrepreneurs insouciants. Voilà. Et ceux que vous appelez vous les procrastinateurs, c'est-à-dire ceux qui attendent d'avoir la structure parfaite pour pouvoir se lancer, etc. Et en fait, c'est un prétexte pour que ça ne devienne pas encore vrai. On reste dans le fantasme d'entreprendre, on n'est pas encore en train d'entreprendre. Donc ça peut être ça, le site internet parfait, les cartes de visite parfaites, ou alors la 21e ligne des mentions légales complètement optimisée. Voilà. Donc moi je pense que ça n'empêche pas de se lancer, mais par contre on avance, on structure, on avance, on structure. Je pense que maintenant aujourd'hui c'est ça la bonne méthode. Mais voilà, donc c'est le nouveau Gérald après l'entrepreneur insouciant qui est devenu entrepreneur à succès. En fait, c'est d'avoir compris par des moments de réveil juridique forts que en fait justement, et c'était une question que j'avais, est-ce que le scaling profondément est compatible avec le juridique? C'est dans tous les cas ça doit faire partie du process. C'est alors c'est pas de moi, hein, mais il y a Scale Mesdet, ce fameux framework où en fait quand on scale, on crée du bazar. Ce bazar crée de la dette. Ensuite, on structure cette dette-là. Donc ça peut être une dette technique en termes de RH et en termes de juridique et en termes de plein d'autres choses d'ailleurs. Donc on structure ça et puis ensuite on repart. Consolider, on avance, on pose les jalons sur le plan juridique. C'est exactement ce qu'on voyait d'ailleurs dans le podcast de Quentin Gulli que vous pouvez retrouver, qui a revendu une boîte quand même plusieurs dizaines de millions d'euros et en fait qui lui était dans l'hypercroissance avec des levées de fonds et c'est ça en fait. C'est en fait. Mais c'est un peu l'image du bodybuilder. Il doit prendre de la masse. Dans cette masse, il y a et de la masse musculaire et de la graisse. Il perd cette graisse et ensuite donc il devient plus sec, mais il vient de prendre en volume global et donc du coup il va reprendre du volume, il va ressécher et c'est un petit peu ça l'idée quoi. C'est un petit peu ça. Et l'erreur c'est d'oublier de respirer en fait. C'est en gros j'y vais, je respire pas, je suis en apnée et puis du coup ça se passe mal quoi. Ouais. Et donc maintenant et ça j'imagine qu'il faut avoir vécu ces expériences de scaling pour les vivre justement. C'est un peu comme si t'étais dans ta voiture et tu c'est ça. Et pour les vivre beaucoup plus harmonieusement en sachant justement qu'il faut pas oublier. Mais il y a plus trop de prétextes maintenant pour plus être au courant. On n'est pas obligé d'être terrorisé par le cadre, enfin le contexte réglementaire. Mais par contre, on doit pas être terrorisé, mais on doit être préoccupé. Ouais. Et aujourd'hui, il y a des contenus comme les vôtres. Vous, en plus, vous distribuez des produits pour aider les entrepreneurs. Il y a énormément de contenu. Alors le contenu, il faut toujours le challenger avec un pro. Mais on peut pas dire je savais pas. Ça, on peut plus. Non. C'est de plus en plus compliqué. Ouais. Et donc je pense que on doit s'y intéresser. C'est de l'hygiène en fait. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, on évoquait l'entretien. Tout à l'heure, on évoquait le portrait robot des entrepreneurs qu'on définit. Donc l'entrepreneur insouciant, l'entrepreneur procrastinateur, l'entrepreneur bricoleur qui fait son juridique un petit peu comme il peut, et puis l'entrepreneur à succès. Puis tu nous as évoqué une autre catégorie d'entrepreneurs que tu as rencontrés et dans le cadre de ton mastermind ou en tout cas et j'aimerais que tu nous en parles. Ouais, c'est le complotiste, celui qui pense que tout est fait pour couillonner l'entrepreneur. Que ce soit aussi bien le contrôleur que le fisc que tout. Et souvent c'est un entrepreneur bipolaire, c'est-à-dire que quand il a quelque chose à récupérer, il récupère, et puis quand il faut que lui il rende, souvent il s'échappe, il prend un billet d'avion et puis il s'en va. Je ne donnerai pas la destination. L'entrepreneur schizophrène, on peut la donner la destination. Voilà, bon, très souvent ils vont dans les. En gros, il a un organisme de formation où il facture pas de TVA et ensuite, mais il va à Dubaï dès qu'il y a un contrôle. Exactement. Et donc ça, moi c'est cette typologie d'entrepreneur que j'évite de fréquenter.
parce que je trouve ça hyper, je trouve ça ultra malsain, mais juste d'un point de vue personnel, je m'inquiète pour eux. Ce manque de congruence, c'est même de logique de base. J'ai beaucoup de mal. Et donc, Est-ce que c'est pas un peu des enfants gâtés en fait c'est un peu qui ça. n'ont Eh pas ben, eu de limite Ouais, auxquelles c'est ça. C'est ça. finalement tout devrait être dû, c'est-à-dire que l'État doit en même temps leur Exactement. accorder du CPF, mais en même temps Ne on pas les peut contrôler ne pas et ouais. puis passer des charges complètement exotiques Et dans pourquoi la je pourrais compta pour réduire voilà. le résultat imposable. Et refuser de payer des impôts parce Ouais. que on considère Exactement. ça, c'est moi qui l'ai gagné cet argent, Ouais. j'ai pas payé d'impôts. Voilà. Ouais. Et ça, c'est alors que, comme tu le disais, on a discuté un petit peu. Tu disais qu'en France, il y a peut-être effectivement une certaine lourdeur administrative Ouais. pour plein de choses, mais il faut voir aussi Est-ce que ça offre? ce que ça offre. Et en plus de ça, je suis très 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 critique sur le système actuel. Hein. Je dis pas que la France c'est absolument l'Eldorado que ça a pu être à l'époque où peut-être nous on s'est lancé. C'est de plus en plus compliqué, on va pas se mentir. Hein. On en parlait un petit peu en off. C'est vrai que les fonctions régaliennes de l'État, elles sont de moins en moins efficientes. Disons ça comme Oui, ça. c'est-à-dire Mais qu'effectivement l'État parce qu'à un moment donné on en parlait en off effectivement, payer des impôts oui, mais finalement quand les services publics vont de moins en moins bien, c'est vrai que c'est le contrat social quelque part est de moins en moins simple voilà. Après, on est jusqu'à pour encore quelques semaines la confiscation de l'épargne. On confisque pas nos biens privés. Dans certains pays, c'est le cas. Hein, donc on verra donc comment ça se passe dans quelques semaines. Mais bon, c'est jusqu'à maintenant, on risquait pas d'être exproprié. Niveau corruption, il y en a très certainement aux plus hautes instances, mais nous, on le vit pas en tant que citoyen. Enfin, je veux dire, j'ai pas le gendarme au rond-point qui me demande de lui payer 500 balles pour me laisser repartir, comme j'ai déjà eu moi dans d'autres pays, quoi. bien sûr. Donc ça, on n'a pas ça, donc on a quand même une sécurité minimum. Et voilà, donc en effet, Puis on a un magnifique pays. Ça c'est sans, voilà, ça c'est sans, voilà. Magnifique. Mais moi, je suis un peu François le Français, alors donc j'arrête de dire que le pays est génial et que voilà, je l'ai trop dit, donc après je passe pour la caricature. Mais oui, en effet, on est trop bien et on a une chance de dingue de pouvoir élever nos enfants ici. Voilà, pour l'instant, comment ça va être je suis de plus en plus pessimiste pour l'avenir, mais aujourd'hui, là, on peut pas dire qu'on est dans un pays, compliqué. C'est pas possible. Et puis ça offre plein de trucs. Moi, je paye des impôts, mais il y a 3 ans, j'ai facturé 11 millions de CPF. Donc c'est pas grave hein, si je paye quelques millions d'impôts. Ça me semble juste en fait. C'est une restitution, mais c'est juste et ça permet aussi de faire fonctionner l'État. Exactement. Quand ma mère est malade, elle peut aller à l'hôpital, quoi. Ouais. Je me dis, basiquement, c'est un peu juste. Je crois que ceux qui ont un souci de santé se rendent compte à quel point Ouais. le fait d'avoir cette offre de services hospitaliers, etc., et de soins, waouh. Ouais. Et quand on est à l'étranger, je pense qu'on doit se rendre compte à quel point, on peut nous envier d'avoir ce système de soins. Et par exemple, moi, j'ai décidé de sortir de partir à la campagne. Donc, je vis à côté de Saint-Émilion, dans un tout petit village qui est, je pense, grand 2 fois comme votre bureau. Mais donc vraiment petit village. Et donc du coup, parce que voilà, tout ne me convenait pas en ville, notamment par rapport à la sécurité et la manière dont la ville de Bordeaux était gérée. Mais c'est mon propre choix, sachant que je fais partie du 1 pour 1000. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quand même un minimum de sécurité qui permet à des gens qui n'ont pas les moyens que j'ai de quand même vivre correctement à Bordeaux. J'ai sorti mes gamins de l'éducation nationale parce que ça me convenait pas, mais je trouve très bien que l'éducation nationale puisse accompagner des gamins qui n'ont pas des parents qui ont mes moyens. C'est pas parce que moi je décide parce que je peux le faire de sortir de certains services publics que les services publics sont mauvais pour tout le monde. C'est ce que je veux dire. C'est voilà, parce qu'on pourrait dire ouais mais toi tes gamins ils sont en école catholique même pas sous contrat, tu vis dans un village où il y a personne donc t'as pas de problème de sécurité. Oui, d'accord. Mais ma mère et puis le moi d'il y a 10 ans ne pouvait pas se permettre ça. Donc en fait, c'est pour ça aussi, je veux pas qu'on dise ouais, il est content machin et il a une vie à part. Oui, j'ai une vie à part mais je pense pas qu'à moi. Je pense d'une manière globale. D'une manière globale, on s'en sort plutôt correctement. Et donc ça va avec. Hein. Tu parlais du CPF. Est-ce que tu peux nous dire justement, parce que je sais que ça a été aussi un de tes éléments de réveil juridique, qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Est-ce que Ouais, nous on a eu un des premiers gros contrôles de la Caisse des dépôts où à l'époque où il contrôlait un peu tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on était un des premiers gros. Et du coup à ce moment-là, l'activité, hein, je le disais tout à l'heure, c'était on organisait des bootcamps
pour aider des créateurs d'entreprises à structurer leurs projets. Et à ce moment-là, pareil, on reçoit un courrier. On avait 110 dossiers à vérifier. Donc là, ils nous donnent des références de dossiers. C'est comme ça que ça se passe. Là, je dirais la différence, c'est que l'argent est bloqué, quoi. Ouais, alors du coup, et on apprend. Et là, on apprend dans le courrier, tout à la fin, dans les dernières lignes, que en gros, le temps du contrôle, les fonds sont bloqués. Et donc ça représentait quelle somme? 3,4 millions. D'accord. Et donc le process, on a 3 semaines pour constituer une réponse, et eux, ils ont 3 mois pour la lire et nous faire un truc. Et donc à ce moment-là, 3,4 millions, c'est nous on avait des fournisseurs à payer, on avait de l'affiliation, voilà, on avait une équipe, on a une grosse équipe pour générer cet argent-là. Il faut une grosse équipe. Surtout que j'organisais des bootcamps, j'en ai pas des vidéos en ligne. C'était qu'en gros tous les 30 clients, il me fallait un coach. D'accord. Ouais. Donc voilà, et les coachs, il faut que je les paye. Donc il y a des charges, etc. Et à ce moment-là, moi je me dis ok, par rapport à la trésor qu'on a dans la boîte, la durée du contrôle, on arrive pile poil fin décembre. Notre burn nous amène pile poil. Donc par mesure conservatoire, je préviens mes collaborateurs que je vais devoir mettre fin à tous les contrats, et que si ça se passe bien, je rembaucherai. Mais que pour l'instant, je ne veux pas me retrouver dans une situation où, au 25 du mois, je suis obligé d'envoyer un mail à tout le monde en disant désolé les gars, je peux pas vous payer, quoi. D'accord. Donc tu as anticipé. Exactement. Voilà. Donc ça, j'en ai pas mal parlé. Ça s'est fait de manière collective. J'ai pas pris les gens de manière individuelle. Je leur ai dit voilà la situation. Il faut qu'on réponde. Il n'y a pas de précédent. Je connais personne qui a eu ce genre de contrôle, donc je peux pas vraiment avoir le pouls du truc. Je sais pas trop comment ça va se passer. Donc voilà. Donc là, j'ai eu alors c'est hyper dur. C'est vraiment la décision la plus dure que j'ai eu à prendre. J'ai eu un énorme soutien en fait de la part des collaborateurs qui eux aussi se sont retrouvés dans la panade, mais ils ont compris aussi que tu l'étais tout autant. Exactement. Et donc on s'est rapproché d'un avocat spécialisé dans le droit de la formation professionnelle. On a répondu au contrôle. On a envoyé ça dans une grosse boîte archive qu'on a scotché, qu'on a envoyé par la poste. On a eu 1000 pages de réponses. Oui, c'est ça. Et donc du coup, on a fait des nuits, assez longues. Et à ce moment-là, pendant la réponse, c'est surtout plus que c'était mon réveil perso aussi. C'était une épreuve de dev perso en fait ça. C'était plus qu'autre chose. Donc pendant que là j'étais dans l'action, je devais gérer mes collaborateurs, les replacer, gérer la réponse de mon contrôle. Moi j'étais associé avec ma nana à l'époque, donc c'est-à-dire que le soir avec ma femme, on avait que ça à discuter. Donc il fallait gérer ça, etc. Donc là j'étais dans l'action. On envoie la boîte archive, donc la réponse, et à ce moment-là, c'est le silence. Et au moment où donc du coup notre troisième associé a envoyé le truc, il nous dit bon c'est parti. On reçoit un petit WhatsApp dans le groupe. Et là à ce moment-là, dépression. Là j'ai plus rien à faire. J'ai juste à attendre. Et surtout donc j'ai mes fournisseurs quand même à payer, parce que moi j'ai géré l'histoire de mes collaborateurs parce que je considère qu'ils sont sous ma responsabilité. Et là, Mais là et donc là je me dis je vais communiquer en continu avec mes fournisseurs, et je vais pas me cacher. Quand je vais envoyer un email, je vais même me filmer, qu'ils voient en fait qu'ils me voient. C'est-à-dire je vais commenter ma réponse en disant on en est là, et je faisais un peu de veille autour. Il y avait des contrôles qui popaient un petit peu partout. Eux ils ont un contrôle, eux voilà comment ça se passe. C'était dans une incertitude totale. Exactement, mais je me suis dit mais tu as fait exactement ce qu'il fallait. C'est-à-dire que parce que le pire pour un fournisseur, pour un créancier, de pas avoir de nouvelles. C'est de pas avoir de nouvelles. C'est ça. C'est-à-dire que dès lors qu'il sait, dès lors qu'il est informé régulièrement, dès lors que tu ne te mets pas la tête dans le sable ou dans le sac et t'attends que ça se passe, dès lors que tu les informes, dès lors que tu fais cette veille, c'est salutaire en réalité. Et voilà, que quand on a des problèmes financiers dans une société, qu'on ne sait plus comment faire pour payer ses créances, eh bien la meilleure des choses à faire, c'est véritablement de tenir informé ses créanciers de sa situation, d'évoquer tous les efforts, toutes les choses qui ont été mises en œuvre pour tenter de sortir de cette situation. Et là, à ce moment-là, du coup, je communique et tout, mais mes journées, elles ressemblent à rien. Donc, je me remets un peu au sport à ce moment-là et tout, mais là, j'ai vraiment le vide. J'attends. Et 3 mois, c'est long. 3 mois, quand j'ai jamais arrêté depuis mes 19 ans d'être en hyperactivité, de toujours faire des trucs à 200 à l'heure et machin, etc. Et donc là, j'ai plus rien à faire, j'ai plus de projet, j'ai plus rien. Le podcast, à ce moment-là, j'essaie d'en faire un, il est catastrophique, je le publie même pas.
Et là, j'appelle l'avocat et je lui dis en fait, je commence à douter. Je pense que en fait, celui était ultra serein pour le coup. Lui et son associé, les deux nous ont super bien accompagnés. Lui était assez serein en disant non, mais on a répondu comme il faut. Si nous, il y aura peut-être d'autres éléments à apporter, mais on a fait ce qu'il fallait. Enfin voilà, et moi j'étais là, non mais là je commence à douter. Non mais ça, machin. Et puis si ils nous demandent de rembourser tout ce qu'on a fait et machin et tout. Et là je comprends en fait les mecs qui sont en garde à vue et qui avouent des crimes qu'ils n'ont pas commis. Là j'étais là-dedans. Je dis mais 3,4 millions. Enfin même si j'ai toujours gagné beaucoup d'argent, 3,4 millions en cash, j'ai jamais eu 3,4 millions en cash parce que ça c'est des flux, hein. Donc les trucs à payer, etc. Et là du coup il me dit non mais quand vous passez le code vous passez le permis, voilà, un soir il y a un contrôle, un contrôle. Le gendarme vous demande de vous garer une fois que vous avez la voiture, vous mettez sur le côté, contrôle de l'alcoolémie, monsieur, les papiers, contrôle de l'alcoolémie, on souffle et le temps d'avoir le résultat, vous êtes à 0 km/h au bord de la route. Je dis oui. Il me dit vous êtes d'accord pour faire ça quand vous avez le permis? Je dis bah oui. Il me dit bah là c'est la même chose. Vous montez une boîte, un organisme de formation, il vous contrôle, il vous demande juste à ce moment-là de rouler à 0 km/h, donc de pas faire de business. Et donc là, vous êtes accusé de rien. C'est juste qu'ils viennent contrôler. Et là, je dis ah ouais. Et en fait, il y a un peu le truc, si tu veux la pluie, n'aie pas peur de la boue. Et donc, si tu veux monter un organisme de formation, toucher du CPF, n'aie pas peur d'avoir des contrôles de la DGCCRF, de la Caisse des dépôts. Quand tu veux monter une boîte, quelle qu'elle soit, n'aie pas peur du contrôle fiscal. Dans tous les cas, tu vas en avoir un. Et là, j'ai dit ok. En fait, c'est pour avoir ce type de business à ces niveaux-là, parce que j'étais pas obligé accepter. En fait, ça fait partie c'est le prix à payer. Ouais, exactement. Et ben là, j'ai pris un énorme coup de pied au c'est mon avocat qui m'a fait qui m'a sermonné. Et il m'a dit non mais sinon vous faites autre chose si vous voulez pas ça. Et là il a changé de ton. Là il a eu le côté un peu paternaliste dont j'avais besoin parce que j'en avais marre moi je pouvais m'apporter. Et là j'ai juste besoin de pas être j'avais besoin d'avoir le côté un peu paternaliste et ça m'a fait un bien de dingue. Ouais. Et il m'a mis le coup de pied que j'avais besoin de recevoir. Et donc oui en effet, si je voulais avoir ce type de business, déjà si je voulais avoir un business, il fallait que j'accepte d'avoir des contrôles fiscaux, etc. Si je veux des salariés, il faut que j'accepte qu'un jour peut-être que j'irai devant les prud'hommes, etc., etc. C'est un risque. C'est ce que tu dis sur l'alignement global. Exactement. Et on en revient à ce que en fait, exactement. justement sur ces enfants gâtés qui finalement pensent qu'ils peuvent avoir le mieux, le beurre et l'argent du beurre. Et donc là j'imagine que du coup toi ça te fait tilt dans ta tête. Et nous effectivement on informe très souvent notre audience sur le fait que oui, les business d'organismes de formation, ça a des gros avantages, mais derrière, c'est aussi des lourdes contraintes sur le plan administratif, sur le plan des contrôles, etc. Et là tu te dis peut-être, tu te dis quoi là, je change du coup, je veux aussi des business qui sont plus dépendants de l'État. Exactement. Donc du coup, le contrôle, c'est bien fini, puisque on a reçu un email un petit peu avant l'échéance qu'ils avaient pour nous répondre en disant tout va bien, on vous communiquera plus tard une lettre de recommandation, mais à aucun moment c'était de recommandations d'amélioration, mais à aucun moment c'était des trucs qui allaient pas. Et en fait, ils nous ont débloqué 1,7 million puis 1,7 million. Donc ça s'est fait, ça s'est super bien fait. Ouais. Alors, en plus de ça, ça m'a fait, vu que je l'ai documenté, ça m'a fait une hype de dingue auprès de tout le monde. Donc dès qu'il y en avait un qui avait un contrôle, venez me voir. Je dis mais moi les gars, je suis pas avocat. Moi j'ai fait. T'as fait comment? Ouais, moi j'ai eu j'ai été terrorisé quand même. Voilà. Donc voilà. Donc non, en gros là-dessus, moi le seul conseil que j'ai donné, s'il y en a qui ont des contrôles là, c'est de se faire conseiller le plus tôt possible. Et je fais pas de la pub forcément. Enfin, je le pense vraiment. Je l'ai déjà beaucoup dit. Donc vous êtes avocat, c'est votre activité pro, mais je pense vraiment que l'avocat soit publiquement dans la réponse ou qu'il soit caché dans le truc, je pense qu'il faut l'avoir le plus tôt possible. Clairement. Ouais. Pour répondre bien, mais aussi s'il y a ce devoir de conseil juridique, mais un peu, moi, le coup de pied au cul, heureusement que je l'avais. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que là, tu évoques, et en plus, c'était pas nous, mais finalement, tu évoques ta relation, en fait, que tu as eue avec ton avocat qui, à un moment donné, outre le fait de te défendre, et il a extrêmement bien fait son travail, a aussi été pour toi un guide et un conseil supplémentaire au niveau business pour te dire évolue mon gars quoi. En fait, c'est voilà. Donc et donc tu disais aussi que toi tu t'entourais toujours d'une dream team ABC. Tu peux en dire plus? L'avocat, le banquier, le comptable. C'est okay. C'est le et il y a aussi le notaire, mais j'ai pas trouvé l'acronyme. Non mais c'est vrai. Non, l'avocat. Donc moi j'ai un avocat à côté de chez moi à Bordeaux qui m'a
à chaque fois présenter des confrères dans les différentes parties du matière. dans différentes matières. Le premier, ça a été pour le droit de la conso, ensuite pour le droit de la formation pro, etc. Après, moi j'ai eu des trucs aussi en perso, il m'a présenté des gens, voilà. Plus récemment, je divorce, il m'a voilà, en fait vraiment c'est vraiment c'est ton médecin c'est généraliste, ton médecin de conseil. famille, quoi. Il a vraiment un rôle de conseil. C'est vraiment et donc ça vraiment très bien. C'est lui qui m'a présenté le comptable. Le comptable, il m'a structuré tous les business, aussi bien et pour le coup, il y a des comptables qui regardent que dans le rétroviseur, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un comptable proactif qui comprend l'activité. Ouais. Et là aussi, pareil, moi, je vois beaucoup trop de personnes qui viennent, qui me disent non, mon comptable, il a pas bien répondu à mon contrôle fiscal, ou alors machin, etc. Oui, mais je te rappelle, tu as choisi ce comptable juste parce qu'il était 500 € moins cher par an, quoi. Donc là aussi, pareil. Si tu veux la pluie, n'aie pas peur de la boue. Donc là-dessus, moi, je paye cher mon comptable. Et le banquier, j'en ai trouvé un cette année parce que j'ai passé beaucoup de temps à chercher des banquiers qui comprenaient mon activité. J'ai enfin trouvé une. On l'avait vu à ton mastermind. Vous avez rencontré, c'est vrai. C'est ça, oui. Et donc je les ai trouvés cette année et je suis très content. Mais le partenaire bancaire, surtout quand on veut développer, faire la croissance externe, investir, il faut avoir des banquiers qui comprennent l'activité. Tu es passionné aussi de boxe. Ouais. Et j'aime bien faire le parallèle entre tu as fait du rugby, donc c'est un sport d'équipe, et là c'est un sport individuel quand même. Tu es contre un adversaire. C'est de la boxe anglaise. Voilà, ça. J'ai combattu en kickboxing, donc pied-point, mais maintenant, vu que mon âge avance, je me concentre maintenant que sur la boxe anglaise, donc que avec les poings. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Il y a beaucoup de gens qui voient la boxe comme un truc hyper violent et tout, et c'est le cas. Moi, j'ai jamais eu de problème de relation à la violence. Je fais du rugby, c'est je trouve même plus violent la boxe que le rugby que la boxe. Mais donc c'est pas ce côté-là que ça nourrit, c'est plutôt le côté dépassement, et en fait, t'es tout seul. Pour le coup, c'est à l'opposé du sport co. Même si l'équipe, elle est ultra importante, l'équipe de préparation, elle est ultra importante. Mais c'est dans un ring qui fait 3 mètres par 3, t'es tout seul face à un mec qui fait le même poids, la même taille, qui a les mêmes attributs, qui a la même expérience, parce que si on est dans de bonnes organisations, normalement, on tombe pas contre un boucher, on tombe contre quelqu'un qui a le même niveau. Et ça, moi, j'avais jamais eu. C'est-à-dire qu'au rugby, je pouvais me permettre d'être malin et de m'en sortir. Là, ça marche pas comme ça. C'est stratégique. Exactement. Et moi, le dernier combat que j'ai fait en kickboxing, je l'ai perdu. Et je l'ai perdu pourquoi? Parce que je suis sorti de mon plan. Je suis rentré en bagarre avec c'est-à-dire que je suis vraiment allé à la confrontation, au lieu de garder ma distance, de garder mon game plan. Ce qu'on appelle le game plan, la stratégie, quoi. Et je suis rentré à la bagarre. Je suis rentré dedans. Et mon adversaire est venu me cueillir, et j'ai perdu comme ça. Parce que je me suis empalé sur lui. Et il y a un peu ce côté où, ça me permet de garder de la lucidité, même dans des moments, où il y a l'adversité, elle peut pas être pire que dans des sports de combat. Donc je pense que c'est plus un travail de dev perso que réellement un sport. Est-ce que tu as l'impression dans ce cas de te battre contre toi-même aussi ou dans tous les cas, quand je suis monté la première fois sur le ring, j'ai pas eu peur de mon adversaire. J'avais juste peur, moi, de pas être à la hauteur de mes propres exigences, de pas faire ce qu'il fallait. Mais et en plus de ça, très souvent on garde de bons contacts avec les combattants, les adversaires. Donc je le vois boxer dans ses entraînements sur Instagram et tout. Je discute avec lui, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui vend de la formation aussi, c'est rigolo. Gros hasard, ça, voilà. Et donc du coup, non, c'est un adversaire sérieux. Hein. Mais j'ai pas eu peur de lui, j'ai eu peur que de moi de faire défaut, quoi. Et tu vis comment, toi, les échecs, en fait Si j'ai mis les moyens nécessaires, je considère pas que c'est un échec. D'accord. Mais je suis extrêmement sévère si je me suis troué, si j'ai pas mis les moyens nécessaires sur la balance pour espérer gagner. Voilà. Ça, j'ai vraiment un problème avec ça. Ce qu'on met en entrée, ce qu'on met en sortie. J'ai vraiment un sujet avec ça. Alors on a eu beaucoup de valeur apportée dans ce podcast. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes plutôt entrepreneur insouciant, procrastinateur ou entrepreneur à succès ou bricoleur aussi. Et j'ai une question à te poser parce que toi, tu aides les entreprises ou les entrepreneurs à finalement scaler, à développer leur boîte. Ce serait quoi tes 3 conseils pour passer, par exemple, d'une entreprise qui fait à peu près 100 000 € de chiffre d'affaires à plus de 1 million? Plus de 1 million, déjà, ça veut dire faire x10. Hein. Donc, on ne va pas bricoler quelques ajustements pour x10 son business. Pour avoir des résultats drastiquement différents, il faut
il faut mettre un énorme coup un énorme coup de volant. Il faut être radical. Donc il faut accepter pour aller au x10 de mettre pas mal d'efforts sur la balance. Néanmoins, ce qui est important, c'est que si on a une boîte à 100 000, on peut déjà se rémunérer, et ça, moi, étant papa, et vous aussi, je crois, je veux pas, moi, mettre ma famille en danger par rapport à mon business. Donc déjà, même si je dois avoir des actions qui sont drastiquement différentes pour avoir un résultat drastiquement différent, j'ai pas envie de scier la branche sur laquelle je suis assis. Donc du coup, c'est vraiment d'arriver à faire de la recherche et du développement en continu, que ce soit sur son message, sur son positionnement, son marketing, son offre, etc. Mais vraiment maîtriser ce qu'on met. Donc c'est-à-dire qu'il faut en mettre assez, mais il faut pas non plus être une tête brûlée. Donc en fait, quand tu dis ne pas scier la branche, j'entends en fait tout ce qui est facteur de bien-être, parce que ton bien-être est fondamental pour ta performance, donc c'est-à-dire ta santé, ta famille, ton temps de travail, tu dois le respecter. Mais d'un point de vue stratégique, parce que je pense que c'est aussi ce que t'apportes finalement pour les entrepreneurs que tu accompagnes, qu'est-ce que tu dirais, quels sont les leviers sur la stratégie business que tu peux mettre en place et vendre tes prix plus cher, structurer, processer. Te donner une réponse comme ça universelle, je pense que ça serait un peu malhonnête. Mais par contre, il y a des grands principes, des grands réflexes mentaux à avoir. C'est un peu tarte à la crème, mais je le vois tous les jours, et des entrepreneurs qui avancent, qui ont déjà des gros chiffres d'affaires, qui ne le font pas ça. C'est vraiment maximiser les choses sur lesquelles on a déjà des résultats et dépolluer tout le reste. Si je suis sur une stratégie webinaire, je crois que vous faites des webinaires. Je suis bon au webinaire, mais en fait le webinaire ça va me chercher, voilà, en termes de charge mentale, etc. Et si vraiment j'ai mon chiffre d'affaires qui repose sur le webinaire, je vais voir le consultant, je dis en fait j'ai envie de faire autre chose que des webinaires parce que voilà. Mais en fait l'erreur ça serait vraiment de couper les webinaires, de lancer autre chose. Non, on va dépolluer tout ce qui est autour du webinaire parce que si on a un problème de charge mentale, on l'attribue au webinaire, mais c'est pas ça le problème. C'est toute la pollution qui est autour. Parce que le webinaire nous amène de la performance. Donc c'est pas de la pollution. Mais donc je vais dépolluer tout le reste. C'est que je vais arrêter peut-être de communiquer. Je vais peut-être arrêter certains coachings que je vais faire avec mes clients, etc. Parce que ce qui m'amène de la performance, c'est ça. Donc c'est vraiment maximiser les points forts et dépolluer tout le reste. Et ça, déjà, ça amène de la clarté, ça amène de l'espace mental. Et donc, ça amène du résultat à terme. Si on maximise les choses pour lesquelles on est bon et qu'on arrête les choses sur lesquelles on n'est pas bon, logiquement, ça marche bien. Mais par contre, il faut vraiment comprendre que faire un x10, c'est un changement qui est drastique. Et donc, du coup, il faut un comportement qui est drastiquement différent. Est-ce que tu as dans le cadre de ton mastermind, tu rencontres des tas et des tas d'entrepreneurs. Est-ce que tu as de belles histoires dont tu as été témoin, des choses, voilà, justement, des entrepreneurs qui avaient un business qui tournait avec un certain chiffre d'affaires, et puis ils sont vraiment développés, déployés et atteints des objectifs impressionnants. Ouais. Est-ce que tu as des histoires comme ça? Ouais, je peux en citer deux. Hein. Il y en a un qui est formateur dans l'immobilier, sur une niche bien particulière de l'immobilier. Il faisait environ 40 000 euros par mois de chiffre d'affaires, sur base de lancement, mais c'est vraiment du 40 000 en dents de scie. Ça pouvait faire 60, puis 20, puis voilà. Enfin, c'était pas très stable. Et en fait, aujourd'hui, il fait 200 000 en continu, sans faire de lancement. Donc, il est passé en vilain mot evergreen, ce qu'on appelle, voilà. Donc, ça va en continu. Il n'est pas obligé de faire des lancements, des lancements marketing qui sont très coûteux, aussi bien en plus en cash, en ressources, que sur le plan de l'énergie de l'entrepreneur. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, ce que je viens de dire, on a enlevé les offres qui ne performaient pas. On a simplifié le discours. On a simplifié le positionnement. Donc, en fait, on a retiré des choses. Un peu comme la montgolfière. T'enlèves du poids et elle remonte. Et ben, c'est exactement la même chose. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment, on s'est concentré uniquement sur les trucs qui performaient le plus. Et donc, lui, il a pas fait le x10 dont on parlait tout à l'heure, mais il a fait quand même un multiple intéressant. Et surtout, il s'est acheté une tranquillité d'esprit qu'il n'avait pas. Donc, je pense que lui, en termes de qualité de vie, c'est bien plus que x10. Donc voilà. Et sinon, après, il y en a un autre qui a une agence de publicité, qui était un hyper freelance. Donc là, pour le coup, je suis pas dans son capital. Hein. Je peux en parler. C'est un client, ça n'est pas un de mes associés. Il était hyper freelance. Il a accepté de tout simplement comprendre que c'était pas lui, même s'il était très fort, il pouvait y avoir des gens aussi forts sur le delivery et sur le fait de livrer ses clients. Il est passé d'artisan un peu l'artisan, mais dans la partie noble que l'on voit, le joaillier, voilà, ce type d'artisan-là,
à chef d'entreprise. Parce qu'en effet, c'était un maître orfèvre et c'est devenu un entrepreneur. Il recrute des consultants, il s'occupe maintenant des actions de croissance de sa boîte et l'an dernier, il fait 970 000 de résultats sur une boîte de services. Donc c'est pas rien. Quoi. Il fait presque 1 million de résultats sur 12 mois. Donc c'est une belle réussite. Merci Gérald Faure pour ce témoignage, pour toutes ces pépites que tu as pu nous délivrer. Je pense que ceux qui nous écoutent auront apprécié. En tout cas, on a beaucoup aimé. Clairement. Mettez des commentaires, mettez des pouces bleus si vous avez aimé. Et peut-être qu'on va poser la dernière question habituelle de ce podcast. Si tu avais quelque chose à dire au petit Gérald qui était dans son jardin, qui avait ses crampons de rugby quand il avait 7, 8, 9, 10 ans, pour la suite, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Est-ce que tu lui dis ne change rien, ou est-ce que au contraire tu lui dirais attention à ça, qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit Gérald? C'est une bonne question. Il y a une citation que j'aime bien et que du coup c'est l'action qui crée l'information. Donc sois en mouvement et attends pas d'avoir le plan parfait. J'ai l'impression que c'est quand même ce que tu as fait. Voilà. Comme je disais, l'histoire elle est belle quand on la raconte en podcast, mais il y a une réalité. On passe quand même quelques nuits blanches quand on entreprend, et ça aussi, ça fait aussi partie. C'est un peu la monnaie de notre pièce. Ça aussi, ça fait aussi partie du jeu. La rançon du succès. Exactement. Il y a un petit côté assez cool. Merci.